Bonsoir à toutes et à tous, vendredi 27 juin, il est l'heure de l'info. À Bar-le-Duc, les agents du Sésame poursuivent leur combat. Ce vendredi, une nouvelle mobilisation a rassemblé une quarantaine de salariés. Ils réclament l'extension de la prime Ségur à tous les métiers du médico-social. En début de semaine, le président du conseil départemental de la Haute-Marne a signé un protocole pour les mineurs en danger. Cette initiative s'inscrit dans une continuité d'action pour la protection de l'enfance. À Vitry-le-François, un dispositif encore peu connu du grand public, sauve pourtant des vies, le télé-AVC. Mis en place depuis 2018, ce système de télémédecine permet une prise en charge rapide des accidents vasculaires cérébraux. En fin de journal, nous recevrons Yann Dénès, artiste spécialisé dans le dessin automobile. Il nous présentera son travail qu'il exporte à travers le monde. C'était une des mesures fortes prises pendant le Covid pour revaloriser les métiers de la santé, l'accord Ségur, en bref une prime salariale pour certains professionnels de santé et du social. Aujourd'hui, les métiers associés au sein des établissements de santé demandent à être inclus dans la mesure. C'est le cas du Sésame de la Meuse. Explication avec Gaël Bossu. Pour la 4e fois en 4 ans, c'est devant l'hôtel du département qu'ils manifestent. Une quarantaine d'agents des services et établissements publics d'inclusion et d'accompagnement Argonne-Meuse, abrégés en Sésame, se sont mobilisés ce vendredi à Bar-le-Duc. Leur revendication principale, que tout le personnel de l'établissement touche le Ségur, une revalorisation salariale accordée aux métiers de la santé après le Covid. Aujourd'hui, 160 des 700 salariés du Sésame n'y ont pas le droit. On travaille tous ensemble. Alors comment se fait-il que sur plusieurs années, là, on soit une partie des agents à avoir le Ségur et les autres non? C'est une boucle entière, c'est pas qu'une personne qui fait le travail. Hein. Nous, il nous faut les secrétaires, il nous faut les comptables, il nous faut tout le monde pour qu'on puisse bosser ensemble. Donc si on commence nous à avoir le Ségur que les autres agents n'ont pas, là c'est une injustice. Au milieu hospitalier, tout le monde là, de la secrétaire à l'agent d'entretien à l'infirmière, ça n'a jamais posé de problème. Ce matin, le département de la Meuse s'est engagé à faire avancer l'affaire. Résultat, 90 agents, dont les maîtresses de maison et les veilleurs de nuit, devraient toucher le Ségur, équivalent à 180 € par mois, dès le mois de juillet. Une toute petite victoire, donc 96 sur 160, c'est déjà bien. Maintenant, le conseil départemental, on ne viendra plus mettre notre chapiteau devant chez eux, puisqu'ils vont faire le travail et ils vont payer. Maintenant, là, il va falloir encore se battre avec la DTARS, l'ARS, pour les autres maîtresses de maison et les veilleuses, et pour les gros oubliés, les agents administratifs, les RH, les ouvriers, les chauffeurs, toutes ces personnes-là, malheureusement, il n'y a pas de fonction éducative. Prochaine étape pour la CFDT Santé au niveau national, tenter de faire évoluer le décret du Ségur pour qu'il concerne plus de personnel. Ce mardi, une nouvelle étape a été franchie en Haute-Marne pour renforcer la protection de l'enfance. Le président du département, l'éducation nationale et la justice unissent leurs forces autour d'un protocole pour mieux signaler et accompagner les mineurs en danger. Une démarche qui s'inscrit dans la continuité des actions déjà menées alors que 1450 jeunes sont aujourd'hui confiés à la collectivité. Les détails avec Célia Richard. 2% des enfants en France sont confiés à leur département. En Haute-Marne, cela représente 1450 jeunes. La protection de l'enfance est un sujet particulièrement important pour le département et qui est au centre des discussions ces derniers temps. Cette problématique représente 38 millions d'euros par an pour le département. Pour continuer dans cette lancée, le président ainsi que l'inspecteur académique et le procureur de la République de Chaumont ont signé ce mardi 24 juin un protocole autour des informations préoccupantes et des mineurs en danger. Une signature qui fait le lien avec la première réunion de l'Observatoire départemental de la protection de l'enfance, créé le 7 avril dernier. Dans ce département, on travaille parfaitement avec l'éducation nationale et avec le parquet. Je le dis souvent, la protection de l'enfance, c'est certainement la mission la plus difficile, la plus délicate du conseil départemental. Mais on arrive dans ce département à avoir une approche très fine et en proximité. Et donc l'Observatoire, c'est bien sûr l'occasion de faire le point. Un point de situation sur cette politique, je le redis, très, très difficile parce qu'on travaille avec des jeunes, donc avec des fragilités. Mais c'est aussi de se projeter et de regarder les sujets sur lesquels on peut s'améliorer. Donc le fait de signer un protocole en ouverture de l'installation de cet observatoire, c'est complètement cohérent.
Depuis lundi, les 12 permanences du CIDFF de Haute-Marne ont baissé le rideau, en cause le non-versement des subventions et de la prime Ségur. Une situation critique qui paralyse l'activité du Centre d'information pour les droits des femmes et des familles et qui empêche notamment l'accueil des victimes de violences. Touchés de plein fouet, les CIDFF lancent un appel à l'État pour débloquer des fonds. La rédaction vous en dit plus. C'est une porte close que les bénéficiaires ont trouvée ce matin. Depuis ce lundi 23 juin, les 12 permanences du CIDFF 52 sont fermées pour une raison bien précise. Les subventions de l'État et la compensation financière prime Ségur qui n'ont pas été versées. Pour notre CIDFF, la situation elle est quand même assez conséquente parce que le non-versement de la prime Ségur plus le non-versement des subventions fait qu'aujourd'hui on n'a plus de sous dans les caisses et donc du coup il est possible que sur le mois d'août on soit obligé de fermer la structure et d'arrêter toutes les permanences sur le territoire de la Haute-Marne. Et là ce sont vraiment que les permanences parce qu'on agit également au niveau de sensibilisation collective. Et là effectivement si on ferme les permanences et qu'en plus on arrête totalement notre activité, on ne pourra plus non plus aller sensibiliser et former les professionnels sur les violences. Un blocage au niveau national provoqué par la mise en place du nouveau gouvernement. Le retardement de la loi de finances a empêché la répartition des fonds nationaux au niveau régional et départemental. Une situation qui a poussé à la fermeture des permanences et par conséquent la non prise en charge des personnes victimes de violences. Ça nous impacte par exemple dans notre activité. On a des permanences qui sont mises en place sur tout le territoire de la Haute-Marne et aujourd'hui il y a certaines permanences qu'on ne peut pas assurer. On doit réduire notre activité, voire complètement l'arrêter. Pour cette semaine par exemple, on a pris la décision de rester complètement au siège social du CIDFF et d'assurer simplement des permanences téléphoniques. Les CIDFF de la région n'ont pas souhaité se mettre en grève, mais veulent lancer un appel à l'aide. Pour leur structure, mais également pour les bénéficiaires. On veut simplement pouvoir continuer notre activité et puis aider les personnes qui sont dans le besoin vis-à-vis des violences. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, là ça devient compliqué pour l'accompagnement de ce public qui a besoin de nous au niveau départemental. Donc évidemment, comme chaque structure associative, on a besoin que les subventions soient versées pour pouvoir continuer notre activité. C'est la revendication principale. L'ensemble des permanences devrait rouvrir au niveau national la semaine prochaine. Et un article complet est également à retrouver sur notre site internet puissancetélévision.fr. Connaissez-vous le télé-AVC, mis en place depuis 2018 à Vitry-le-François? Ce système permet de prendre en charge les patients victimes d'AVC avec l'aide d'urgentistes et de spécialistes à distance. C'est beaucoup plus rapide. Ce dispositif est présent dans le territoire depuis longtemps, mais encore méconnu par la population. Lors d'une conférence, le professeur en neurologie Sébastien Richard l'a présenté dans un contexte tendu pour les urgences de la ville. Reportage de Janice Gallard. À chaque minute qui défile, 2 millions de neurones disparaissent. C'est ce qui se passe dans le cerveau des personnes victimes d'AVC. Lors d'une conférence, le neurologue Sébastien Richard a pris l'exemple fictif d'une femme de 26 ans faisant un AVC à proximité de Vitry-le-François afin de faire connaître et présenter les prises en charge disponibles. Dans l'hôpital de Vitry-le-François, il y a un système qui s'appelle le télé-AVC, où nous, depuis Nancy, nous pouvons examiner les patients à distance grâce à l'aide du personnel des urgences de Vitry-le-François et comment faire une IRM et commencer un traitement d'urgence qui s'appelle la thrombolyse intraveineuse et qui permet vraiment de sauver les patients. C'est extrêmement important parce que les patients qui sont à proximité de Vitry, ils sont très loin des centres spécialisés AVC. Que ce soit à Bar-le-Duc, Vitry-le-François ou Verdun, depuis 2018, la télémédecine s'installe sur le territoire. Qui fait que les patients, où qu'ils soient lorsqu'ils font leur accident vasculaire cérébral, ils sont très proches soit l'unité neurovasculaire, soit un centre de télé-AVC. En avril, l'ARS Grand Est avait annoncé envisager de transformer les urgences de Vitry-le-François en antenne de médecine d'urgence à compter du 1er janvier 2026. Le service fermerait alors à 20 h sans accueil permanent. L'ARS avait cependant communiqué qu'aucune décision n'avait été prise. À titre personnel et en tant que directeur d'établissement, je tiens à rappeler la mesure nécessaire. Je pense nécessaire d'être vigilant, d'anticiper, éventuellement de montrer que nous ne sommes pas d'accord avec une éventuelle transformation de l'offre. Notre ambition, encore une fois, c'est de garder notre outil de
de travail et de pouvoir répondre ainsi aux besoins de la population. Le système de télémédecine, comme le télé-AVC, demande une mobilisation importante des professionnels. Dans les territoires ruraux, même si ce dispositif permet aux patients un accès au traitement rapide avec un spécialiste à distance, cela ne compense pas le besoin d'avoir un service d'urgence. Nous avons besoin des urgentistes pour examiner le patient et puis on a besoin de l'infirmière qui est à côté pour pouvoir commencer le traitement. Tous les urgentistes et toutes les infirmières ont été formés à Nancy pour ce type de traitement. Le télé-AVC, c'est une télé-expertise, c'est-à-dire qu'il faut une compétence sur place, sur l'hôpital, pour qu'on puisse continuer. Par contre, sur quoi on gagne? On gagne sur une patiente qui a été traitée beaucoup plus vite en venant sur l'hôpital de Vitry que si elle était venue sur Nancy ou sur Reims. Donc en fait, on gagne en sauvant une patiente, on lui diminue son risque de mortalité, de handicap et on gagne sur tous les plans. Le neurologue souhaite que ce système continue de perdurer dans le temps et de sauver des vies. Depuis Joinville, Yann Dénès dessine des voitures de sport et il vend ses œuvres un peu partout dans le monde. Paul Deswatines l'avait reçu en avril sur ce plateau. Ce soir, nous recevons Yann Dénès. Vous êtes artiste spécialisé dans les dessins automobiles. Bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, d'où vous vient cette passion pour le dessin, mais aussi pour l'automobile? Alors, pour le dessin, ça date depuis tout petit. Je n'ai pas vraiment le souvenir d'avoir commencé à dessiner. L'automobile est venue un peu après, mais vers l'âge de 9 ans à peu près. Mais le dessin, voilà, j'ai toujours dessiné, donc c'était une passion que j'ai poursuivie jusqu'à faire mes études dans ce domaine-là. Ouais, vous avez fait les Beaux-Arts, c'est ça? J'ai fait les Beaux-Arts à Toulon, donc dans le sud de la France, 5 ans après le bac. Et donc après, j'ai décidé de me lancer à mon propre compte en tant qu'artiste et spécialisé dans le dessin. Oui, voilà, c'est vraiment la technique que je préfère. Et donc là-bas, vous avez appris à maîtriser les différents supports, pas que le crayon et le dessin. L'avantage des Beaux-Arts, c'est qu'on touche un peu à tous les domaines. Et donc aussi bien céramique, soudure que le travail du bois, on peut faire des choses comme ça, ou même la 3D, la vidéo, le montage vidéo. Donc c'est très vaste et ça nous permet après, si on a des idées et qu'on veut les traduire vraiment physiquement, plastiquement, ça nous permet de pouvoir le faire, quoi. Et donc vous êtes orienté plutôt dans le dessin et plutôt dans les automobiles? Oui. Justement, pourquoi l'automobile en particulier? Alors pourquoi l'automobile? Parce que je suis passionné aussi par ce domaine-là, forcément, heureusement. Et c'est aussi, au-delà du sujet, c'est le mouvement que j'aime bien retranscrire. Et donc à travers la course automobile, forcément, le mouvement est présent. Est présent un peu partout, donc voilà, quoi. Est-ce qu'il y a un événement qui vous a donné envie justement de faire des dessins automobiles et d'être passionné de l'automobile? Alors oui, ça remonte à, j'avais 9 ans, c'était en 92, c'était en Corse, et il y avait un rallye organisé par le club Ferrari Italie à l'époque, et il y avait une centaine de Ferrari, et ma mère m'avait demandé si je voulais aller les voir sur le port avant qu'ils réembarquent. Et donc j'ai dit ben oui, par curiosité. Et là je me suis retrouvé entouré par une centaine de Ferrari et forcément ça marque à l'âge de 9 ans. Et donc voilà, je me suis dit ben c'est là que ça a démarré la passion pour spécifiquement cette marque-là. Et donc ensuite vous avez allié les deux, le dessin et l'automobile? Voilà, l'idée c'était vraiment, donc j'ai fait mes études et tout ça, tout en gardant cette passion, en me documentant sur le sujet, en rencontrant des passionnés, des pilotes, des collectionneurs. Et donc c'est tout un monde, un petit monde qui se connaît au-delà des frontières. Et donc forcément après c'est venu de leur part de me demander si je pouvais dessiner éventuellement leur voiture ou pour réaliser une affiche pour un événement. Enfin voilà, après c'est vaste, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que c'est jamais la même chose. On fait plein de choses différentes et pour différents types de publics. Et donc aujourd'hui, vous arrivez à vivre de votre métier, parce que vous êtes au Marnais, vous êtes de Joinville, vous arrivez à vivre en étant de Joinville? Oui, je suis basé à Joinville, mais après je vends un peu partout dans le monde grâce aux réseaux sociaux. Donc que je sois à Joinville ou en plein Paris, limite je suis plus tranquille à Joinville qu'en plein Paris. Et donc j'y vais de temps en temps pour voir des expos, pour participer à des salons. Mais après je trouve que la vie est plus tranquille dans le coin et que c'est une sorte de luxe de profiter de ce calme ici, quoi. Voilà. Et donc comment ça se passe? C'est des commandes qu'on vous fait sur mesure ou alors vous laissez libre cours à votre imagination? Il y a un peu les deux. Il y a des commandes spécifiques que je fais vraiment sur mesure. Donc les gens me contactent, ils veulent par exemple un thème spécifique, comme une course qui les a marqués quand ils étaient jeunes, ou un modèle particulier, ou alors un pilote qui représente leur passion. Ou alors c'est vraiment des choses que je produis qui m'intéressent de rendre parce que c'est une époque qui me plaît beaucoup et tout ça. Et donc après c'est créer en fait une sorte de stock
lorsque je vais sur une exposition et de choses qui sont à vendre et de permettre aux gens qui sont passionnés de se faire plaisir en fait. Voilà. Oui, parce que l'idée justement, pour vous, c'est de aussi produire des choses. J'imagine c'est libre cours à votre imagination peut-être. Oui, en fait c'est vraiment une passion assez multiple et donc les scènes qui me plaisent vraiment, j'essaye de les retranscrire d'une certaine façon et de les rendre vivantes et à travers ce qu'on disait tout à l'heure, le mouvement, le flou. C'est un travail qui prend pas mal de temps, mais qui est passionnant aussi, donc voilà. Et grâce aux réseaux sociaux, vous arrivez à vendre partout dans le monde ou ça se limite quand même à la France? Ah non, je vends beaucoup plus à l'étranger qu'en France en fait, à vrai dire. Donc voilà, là le dernier dessin que j'ai envoyé, il vient d'arriver à Vegas notamment. Donc c'est son anniversaire aujourd'hui d'ailleurs au client, enfin, je lui souhaite tout à l'heure. J'attends qu'il se réveille avec le décalage horaire, enfin voilà. Mais voilà, donc après non, c'est beaucoup à l'étranger. Là on fait un événement, la prochaine expo c'est à Monza en Italie d'ici un mois, un peu moins d'un mois. Et donc après je suis pas réfractaire à travailler en France, mais disons que j'ai beaucoup de demandes à l'étranger, quoi. Et donc aujourd'hui, vous essayez plutôt de diversifier, on va dire, votre activité, de faire pas que du dessin automobile, mais aussi tester d'autres choses. Oui, en fait, je suis passionné aussi par l'architecture, par le verre. Donc je fais des sculptures en verre aussi, des accumulations de plaques de verre, plus pour des jardins, des parcs, des pièces extérieures, des travaux sur l'optique et les jeux de lumière à travers le verre. Et puis l'architecture, c'est vraiment des choses beaucoup plus contemporaines sur le mouvement aussi, et des choses comme ça qui tendent vers l'abstrait presque. Voilà. Ouais, vous diversifier, faire autre chose et pas s'enfermer dans un domaine. Pas s'enfermer du tout, parce que c'est vrai que je suis passionné par plein de choses différentes, aussi bien le cinéma et tout ça. Donc voilà, c'est dessiner que des voitures. Pour moi, j'ai besoin de respirer aussi. Et comme je m'intéresse à plein de choses totalement différentes, c'est toujours essayer de le traduire par le dessin. Et même si je pratique aussi la peinture de temps en temps sur des événements, enfin des choses particulières, par exemple une peinture murale, vaut mieux travailler avec de l'acrylique, des choses comme ça. J'ai fait une peinture sur une Harley Davidson aussi, là on a travaillé à l'aérographe. Donc voilà, mais c'est vrai que ma première passion c'est vraiment la technique sèche, le dessin, le papier, c'est vraiment voilà, et entièrement à la main. Donc moi c'est vrai que je travaille pas du tout sur tablette, par exemple je sais pas le faire. Okay. C'est pas ma nature on va dire. Voilà, donc voilà. Et donc pour terminer rapidement, c'est quoi votre prochain gros projet? Est-ce qu'il y a une exposition qui est prévue, quelque chose sur lequel vous travaillez? Comme je disais précédemment, la prochaine expo réellement c'est à Monza, donc là c'est dans le domaine automobile, c'est un événement caritatif qu'on fait depuis 2018, on le faisait en Autriche jusqu'à présent. Donc là c'est des Ferrari qui ont couru au Mans notamment et tout ça sur circuit. Qui viennent pendant 2 jours faire des tours sur le circuit de Monza. Et donc c'est un événement avec un dîner de gala, une vente aux enchères, dont l'affiche que j'ai réalisée, pour un événement caritatif, enfin pour une œuvre caritative d'une association qui est basée en Autriche. Très bien, voilà. Le rendez-vous est pris, et puis on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux. Oui, voilà, les réseaux sociaux, aussi bien Instagram que Facebook, voilà, etc. Très bien, écoutez, merci d'être venu sur le plateau, puis on vous souhaite une bonne route. Ça marche, merci. C'est la fin de votre journal, merci de nous avoir suivis. Tout de suite, la météo, l'information continue sur puissancetélévision.fr. Demain, vous retrouverez Nicolas Fontaine pour l'information. Quant à moi, je vous retrouve lundi. Bonne soirée. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile.